Bienvenue sur Change and Chill, le podcast où l'on parle de changement simplement. Je suis Olivier My et avec mes invités, nous explorons comment le changement peut être une force positive dans nos vies. Des histoires inspirantes avec une touche de légèreté. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Diane Jorette avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va, Diane ? Plaisir partagé. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir. Le réveil était pas trop dur ? Un petit peu, mais ça valait le coup. Ça valait le coup d'être là, ouais. Hier, on discutait un petit peu, tu vois, pour préparer l'épisode et tu m'as parlé de Martin Matin. Et tu m'as dit que voilà, ta vie, c'était un peu Martin Matin. Et donc moi, je connaissais pas. Je suis allé un peu voir hier soir, là, avant de me coucher. Et effectivement, j'ai été très curieux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Très brièvement, qu'est-ce qui fait que voilà, tu m'avais fait cette métaphore-là ? Oui, c'est mon entourage qui me donne cette appellation de Martin Matin. Parce que, comme tu le sais, on en a discuté un petit peu, j'ai eu beaucoup de vie professionnelle, personnelle aussi. Et c'est vrai que je trouve que ça me correspond plutôt bien. Du coup, ça me fait plutôt rire. Maintenant que j'arrive à être un petit peu plus posée dans ma vie, j'ai trouvé vraiment quelque chose qui me plaît et que j'ai envie de garder sur du long terme. Ça me fait plutôt rire. À l'époque, c'était peut-être un petit peu moins agréable parce que c'est beaucoup d'instabilité. Ouais. Donc, les projets qui sont pas forcément faciles à réaliser quand on est très instable et qu'on change beaucoup de métier ou de ville. Mais maintenant, ça va mieux. Et c'est super. Et juste pour les personnes qui, comme moi, connaîtraient pas Martin Matin, comment est-ce que tu pourrais leur dire, voilà, en quelques mots, un petit peu ce que c'est ? Martin Matin, c'est un personnage qui change de travail comme de chemise. D'accord, voilà. Super. Donc, on est bien dans le thème. Et avant qu'on un petit peu commence à découvrir toutes tes histoires, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases ? Avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Diane, j'ai 26 ans. Je suis entrepreneur depuis 3 ans et demi maintenant. J'ai fait différentes choses dans l'entrepreneuriat qu'on abordera à un autre moment. Oui. Mais actuellement, je suis assistante virtuelle et office manager, donc pour d'autres entrepreneurs de type coach, formateur surtout, e-commerce aussi. Ok. Et c'est une activité qui me plaît énormément aujourd'hui, qui me permet d'avoir une liberté géographique, temporelle et de bien gagner ma vie. Super. Et donc, assistante virtuelle, s'il fallait un peu expliquer si les personnes connaissent pas. Assistante virtuelle et office manager, ça se ressemble assez. Office manager, je fais un petit peu plus d'organisation, de gestion de projet, stratégie sur le long terme pour l'entreprise. Alors qu'assistante virtuelle, c'est plus de l'opérationnel, même s'il y a une partie d'opérationnel dans le métier d'OBM aussi, donc Office Business Manager. Donc voilà, c'est un peu, je fais les tâches que mes clients me délèguent. Donc soit les choses qu'ils n'ont pas envie de faire, soit les choses qu'ils n'ont pas le temps de faire, ou qu'ils ne savent pas faire. Voilà, tout ça, c'est moi. Super. Merci en tout cas. Et donc ça, c'est le point où tu es maintenant. Exactement. Donc la question qui se pose maintenant, c'est quelles ont été un peu les étapes qui t'ont amené à ce que tu fais aujourd'hui ? Et du coup, d'où tu viens c'est quoi ton bagage aussi de formation, etc. Dans l'ordre chronologique. Et c'est ça un peu. Sinon, on va se perdre. C'est ça. Très bien. Moi-même. Ok, très bien. Moi, je suis de formation littéraire. Donc, j'ai eu un bac littéraire. J'affectionnais particulièrement les langues. Donc, j'avais l'option anglais renforcée. J'aimais beaucoup ça. Et donc, en toute logique, je suis partie en double licence anglais et droit, juste après mon baccalauréat, qui a été un fiasco. Autant pour mes notes que mon envie d'y aller. Ouais. Donc, bien évidemment, je n'allais plus aux cours magistraux assez rapidement. Ok. Mes cours ressemblaient plutôt à des pauses café qu'autre chose. Ah oui, ça se comprend, Mais du coup, c'est surtout l'anglais qui t'intéressait ou tu voulais aussi voir d'autres langues derrière ? C'était surtout l'anglais. Donc, dans la licence d'anglais, on faisait vraiment que de l'anglais. On étudiait un petit peu les différentes cultures britanniques, américaines. Donc, c'était assez intéressant. Ouais. Cette partie-là m'a vraiment plu, mais je ne pouvais pas quitter l'une sans l'autre. C'était vraiment un cursus double licence. Il me semble que ça existe que dans une université en France. Oui, d'accord. Donc, c'était assez compliqué d'y rentrer. Il y a que 80 places dans toute la France. Donc, j'étais assez fière de moi d'avoir réussi. Déjà, effectivement, oui. Voilà. Donc, mais j'ai réussi à y rentrer, mais je ne suis pas ressortie. Et du coup, c'était à quel endroit, ça ? Parce que c'était à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc dans le 78. Saint-Quentin-en-Yvelines. Je précise parce que vu qu'on va un petit peu voyager, je pense que c'est bien de mettre des petits points de localisation. Donc là, c'est ton point de départ. Oui. Et donc du coup, tu vois que ça marche pas trop pour toi. Qu'est-ce que tu décides ? Qu'est-ce qui t'invite à justement changer de voie ? Les partiels. Ah.
Les partiels auxquels j'ai tout de même été, par respect pour mes professeurs et le peu d'engagement que j'avais dans cette aventure. C'est déjà pas mal, hein. Il y en a plein qui l'auraient pas fait. Hein. Oui, mais alors je n'ai jamais été chercher mes notes, pour l'anecdote. Donc je ne sais absolument pas si je les ai eues ou pas. En plus. Peut-être. Mais ça veut dire que tu as suffisamment su que c'était pas pour toi, pour te dire, bon, ok, je vais respecter les gens avec qui, quand même, qui ont fourni un effort pour structurer quelque chose, mais voilà. Moi, je veux quand même faire autre chose. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est intervenu assez rapidement, puisqu'après les vacances de décembre, donc j'avais fait ma rentrée en septembre. Ouais. Et après les vacances de décembre, donc au mois de janvier, je me suis dit non, je ne reviens pas. Ah oui, c'était rapide. Très rapide. C'était très rapide. Ok. Rapide et peu intense. Oui. Et donc là, tu te retrouves dans une situation où tu sors d'un cursus. En plus, janvier, je pense qu'il n'y a pas forcément grand-chose qui s'ouvre. Qu'est-ce qui se passe? Là, je ne savais pas du tout vers quoi j'allais me tourner. J'avais aucune idée. J'avais compris que ce n'était pas fait pour moi. Ça a été un peu difficile de l'accepter et de le faire accepter aussi. Ouais, j'imagine. Parce que forcément, quand on a... Donc, je vais parler pour mes parents, mais une fille qui se lance dans un cursus en droit avec des grands rêves de devenir juriste d'entreprise ou des choses comme ça, et ben c'est un peu, je pense, décevant, même si ils me l'ont pas fait ressentir plus que ça. Ils ont été assez bienveillants. Ils ont essayé vraiment de comprendre pourquoi, en essayant de me pousser, voir si c'était pas simplement une difficulté à surmonter. Mais non, j'ai décidé vraiment d'arrêter. C'était un bon choix parce qu'aujourd'hui, je ne me verrais pas faire ce métier-là. Ouais, c'est marrant parce que en plus, t'as fait un processus qui était particulièrement sélectif, tu me disais. Oui. Donc, tu as fourni un certain effort pour y rentrer. Donc, c'est vrai que souvent, le changement à cet endroit-là, il est dur parce que tu dois sacrifier quelque chose alors que tu as fourni beaucoup d'efforts. Et en tout cas, c'est très courageux déjà de ta part. Mais je suppose que ça, c'était le premier. Et ensuite, du coup, le chemin t'a amené ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Qu'est-ce qui t'a amené en fait à l'étape d'après? Entre-temps, le temps de prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. J'ai fait des métiers juste alimentaires, on va dire. Ouais. Donc, j'ai fait de la mise en rayon. J'ai travaillé dans un cinéma. C'était très sympa d'ailleurs. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qui est particulièrement sympa alors dans le cinéma? Parce que moi, finalement, je connais pas trop les métiers du cinéma. Bah, j'étais agent de cinéma, donc dans un cinéma à Saint-Quentin en Yvelines, toujours. Toujours. Pour le moment, on reste là. Très bien. Pour l'instant, j'étais assez stable géographiquement. Ouais. Et ça consistait, en fait, il y avait plusieurs postes. Il y avait la billetterie, il y avait la confiserie, il y avait les petits tickets qu'on déchire à l'entrée ou qu'on bip maintenant, en 2024. Mais à mon époque, c'était il y a très très longtemps, mais... Oh, à mon époque. Fut un temps. Jadis, on déchirait encore les tickets. Ouais. Ça, et un autre métier que vous ne voyez pas trop, mais il faut savoir que quand vous regardez votre film au cinéma, vous avez un ou parfois même deux agents qui sont dans la salle, tout en haut, qui regardent le film avec vous. C'est pas la tâche principale. Bien évidemment, la tâche principale, c'est de surveiller que tout se passe bien. Ouais. Mais voilà. Ça m'a permis de regarder pas mal de films. Alors, jamais en entier, forcément. Ouais, je suis toujours obligée d'arriver après ou de quitter. Mais c'était très sympa pour ça. Ça me plaisait bien, mais malheureusement, je me suis fait virer. Donc... Ok. Bon, en tout cas, c'est une histoire dans laquelle on va pas rentrer. Mais en tout cas, donc, tu as fait la mine en rayon. Tu as fait donc ce boulot au cinéma. Et du coup, ensuite? Et donc, du coup, j'ai dû chercher un nouveau métier. Donc, on en arrive au deuxième métier. Ouais. Où j'ai voulu passer les concours pour être sous-officier en gendarmerie. Ok, donc rien à voir. Rien à voir. Alors, ça reste un petit peu dans la justice quand même. Oui, effectivement. Donc, jusque là, on est un peu dans une dynamique logique. Ouais. À mon sens, en tout cas, ça se rapprochait un petit peu. Pas forcément du même côté, gendarme, avocat ou juriste. Ouais. Mais donc voilà, donc j'ai dû attendre quelques mois pour voir commencer cette formation. Je me suis beaucoup entraînée à distance chez moi. Ok. Pour les écrits notamment. Ouais. Pour la session sportive aussi. Il y a sportive aussi, non? Oui, il y a du sport. On est évalué sur le sport. Mais justement, qu'est-ce qui t'a amené à aller dans ce domaine-là? C'est-à-dire que c'est aussi spécifique, c'est-à-dire que tu connaissais des gens. Qu'est-ce qui t'a amené l'idée, en fait? Pas du tout. Ça a surpris tout le monde quand j'ai dit ça. Ah, ok. Parce que je n'en avais jamais parlé. Et avec du recul, je pense que c'était un petit peu ce besoin de contrôle que j'aimais beaucoup dans le métier. Ouais. Finalement, qui n'était peut-être pas la bonne raison pour faire ce métier-là. Donc, tant mieux. J'aime bien contrôler. Bien contrôler les gens. Donc, j'ai passé ces concours-là après 1 an à peu près de préparation. Et donc, t'as quand même pris du temps pour te préparer. Oui. Parce que là, si on prend, il y a janvier,
Ça fait quoi en termes de temporalité? C'est-à-dire qu'entre janvier, les petits boulots que tu faisais, je suppose que tu avais commencé un peu à préparer aussi pendant que tu avais ces petits boulots-là. Exactement. Ouais. Et du coup, donc quasiment 1 an pour préparer ça. Et après, c'est de préparer pour un concours ou un truc comme ça, c'est ça? Ouais. Exactement, ouais. C'est une épreuve qui se passe dans le 93, je me souviens. Et donc, qui se passe sur la même journée. Donc, assez intense. Donc théorique et sportif, c'est ça? Oui, ouais. Tout à fait. Donc, c'est la première épreuve que j'ai passée avec brio. Donc, c'était les écrits. Ok, ouais. Aucun souci pour moi. Étant littéraire, ça n'a pas posé de problème. On avait une épreuve de langue aussi en anglais, donc ça a été plutôt facile. C'était un niveau quand même assez simple, on va dire. Niveau bac. Ok. Pour passer le concours sous-officier, il faut avoir le bac minimum. Ok. Toi, t'étais renforcé déjà. Oui. Et ben exactement. D'ailleurs, c'était le nom de l'option, c'était anglais renforcé. Donc c'est pour ça que je me souvenais de ça. Ouais. Donc théorie très bien. Donc théorie très bien, très bonne note, aucun souci. Épreuve de logique aussi, aucun souci. C'est ce qui m'a posé le plus de difficultés dans mes révisions parce que ça n'avait pour moi aucune logique. Ah ouais, ok. J'ai quand même réussi. Et vient l'épreuve du sport où je m'étais préparée depuis 1 an. Je pensais quand même être au top du top. Ouais. Je me préparais 5 jours par semaine, donc j'allais à 5 fois par semaine. Mais tu savais déjà c'était quoi le genre d'épreuve qu'on a? Oui, c'est un parcours d'obstacles à faire dans un temps imparti. Ah oui. Avec une épreuve de force à la fin. Mais pour arriver à cette épreuve de force, il faut finir le parcours. D'accord. Du coup, tu as fait des épreuves genre Mud Day, Spartan Race, etc. Histoire de t'entraîner un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, ça n'a pas été très facile de reproduire vraiment ça. Ouais. Je savais exactement à quoi ça ressemblait, puisqu'on a des vidéos où on voit vraiment tous les obstacles un par un. Donc, c'est plutôt bien dans ce sens-là. Ouais. Mais avec du recul, non, je pense que je me suis mal orientée dans ma préparation. Ouais. Je me suis plus concentrée sur la force physique, qui n'était pas plus nécessaire que ça finalement pour le parcours d'obstacles. Et j'aurais plus dû travailler mon cardio, mon souffle. C'est ça qui m'a posé vraiment défaut. Ouais, cette dose un petit peu d'agilité dont on a besoin pour bouger. Mais je sais pas si je t'avais dit, mais moi j'ai fait une Spartan Race. D'accord. Dans le passé. Je fais une petite parenthèse, mais je trouve ça marrant parce que la préparation, ça a été un bordel aussi pour moi. Parce que du coup, moi l'histoire, c'est que la Spartan Race, donc c'est une course d'obstacles, mais à la différence du Mud Day, la Spartan Race, à chaque fois que tu loupes un obstacle, il faut que tu fasses 30 burpees. Très bien, oui. C'est pour les gens qui aiment se faire du mal. Ouais, il y a un peu de ça. Mais et du coup, moi l'histoire, c'est que j'avais, avec un groupe de cousins, on avait offert à un autre cousin la Spartan Race parce qu'il dit toujours qu'il voulait le faire. Et à ses 30 ans, à l'époque, on lui a dit, on va te l'offrir. Et sauf que moi, j'y suis allé comme ça. En fait, c'est juste que quand il y a des gens qui m'ont dit, mais tu fais une Spartan Race, mais tu sais ce que c'est? J'ai fait, non. C'est en gros, on va courir, on va sauter des trucs, ça va être tranquille, quoi. Et ils m'ont montré, mais genre, t'as des exercices, je savais même pas ce que ça voulait dire, déjà. Tu vois, il y a des lancers alors je sais pas s'il y avait des lancers, mais c'est peut-être plus passer au-dessus de certains trucs, etc. Ouais. Mais quand j'ai dû me préparer, c'était compliqué parce que, faut savoir peut-être quels outils utiliser. Tu sais pas trop quelle intensité il faut mettre. Et moi, je suis pas du tout un sportif de longue haleine. Tu vois? Donc, ça veut dire que les obstacles, quand tu les passes vite, ça va. Mais tu vois, si tu veux faire un parcours, c'est effectivement la partie cardio, etc., qui a été dure, quoi. Et c'est vrai que, c'est pour ça que ça résonne avec moi, parce que moi, je me rappelle, j'ai fait le parcours, j'ai fini avec 2 crampes aux 2 mollets, etc. Donc les parcours, j'ai réussi à les faire, les obstacles, mais ouais, la partie physique et cardio, vu que j'avais jamais eu l'habitude de le faire avant, moi, je me suis entraîné en 3 mois, quoi. Donc ça n'a pas été fameux, mais par contre, j'ai fait le deuil de réussir à faire les trucs, tu vois, donc genre la corde et tout. Je sais pas si t'avais de la corde aussi. Non. T'avais pas ce genre de truc là. Mais au final, moi, je me suis dit, ok, si chaque obstacle, ça s'arrête, pour moi, vaut mieux que je m'entraîne à faire des burpees. Et du coup, je n'ai fait que des burpees pendant 3 mois. C'est une stratégie comme une autre. Ouais. Et c'est une manière, en fait, aussi de se mettre dans le physique. Ouais. Mais bon, ça m'a pas mal sauvé quand même à l'époque. Mais bon, voilà, c'était un souvenir que j'avais pour l'entraînement physique. Ouais. Et le sport, de manière générale, pour toi, c'est quelque chose qui est plutôt dans ta routine ou voilà, c'était quelque chose qui était pas trop le cas? Je me suis lancée vraiment dans le sport avec cette préparation. Et j'ai toujours continué à en faire. Je n'avais jamais vraiment arrêté. J'ai toujours été une sportive moyenne, on va dire. Ouais. Mais là, ça a été largement insuffisant pour passer les tests. Je n'ai même pas fini le parcours. Ah oui, d'accord. Puisque l'instructeur m'a dit, au vu du temps, tu auras 0. Mais veux-tu continuer? Je dis franchement non. Si je sais déjà que je ne suis pas prise, je vais pas me faire du mal et aller jusqu'au bout. Déjà, ça me fait mal là. Alors en plus, il faut continuer. Mais ça veut dire quand même que, la personne en question, elle a été suffisamment, ouverte à toi pour se dire, est-ce que tu veux quand même aller jusqu'au bout malgré tout? C'est très respectueux.
Ouais, Parce que il aurait pu, je pense, une autre personne aurait pu me dire stop, c'est fini. C'est fini, dégage. Voilà, trop nul, reviens plus tard ou pas. C'est ça. Et donc pour moi, ce fut ou pas, puisque je ne suis pas revenue. J'avais la possibilité de retenter les concours dans 6 mois. Et j'avais vraiment pas cette volonté d'attendre 6 mois à continuer mes petits boulots alimentaires. C'était une situation pour moi qui me convenait pas. C'était trop instable pour le coup. Ouais, je comprends. Donc j'ai pris cette décision d'arrêter. Un arrêt supplémentaire pour un nouveau départ. Voilà, pour un nouveau départ. Lequel? Et la remise en question, encore une fois. Ouais. Donc seconde fois. Bon, 3e métier. Ouais. Là, en l'espace de 2-3 ans, hein. Oui, ça a été assez rapide, oui, parce que je suis le début d'année, donc j'avais 19 ans quand je suis arrivée à la fac. Et donc, oui, c'était vers mes 20-21 ans, un peu. Ouais. J'ai décidé de changer, encore. Pour un métier qui m'avait toujours fait de l'œil, on va dire, de par mon histoire familiale. Ok. Donc, qui est le métier de commercial automobile. Rien à voir. Rien à voir. Là, pour le coup, on part de la justice, on n'est plus du tout dans le domaine. Ok. Parce que donc mon arrière-grand-père avait fondé une agence Citroën. Ok. Que ma grand-mère a reprise, que mon père a repris. Ok. Ouais. Et que je voulais reprendre, mais malheureusement ils ont fermé avant. Ma grand-mère partant à la retraite, elle a vendu tout. Ouais. Ok. Le terrain, tout. C'est parti. Bien avant que je me lance, ne serait-ce que dans mes études, puisque c'était en 2013 que ça a été vendu. Donc j'avais 15 ans. Donc, ça veut dire que tu savais qu'il y avait cette entreprise-là chez toi. Donc, je pense que dans les conversations, tu l'entendais, tu voyais un peu c'était quoi la vie de gérer une entreprise de ce genre-là. Par contre, toi, tu as fait ton chemin à côté avec donc les différents moments que tu nous as décrits. Mais c'est resté un petit peu chez toi et tu t'es dit, à un moment donné, après tout ça, même si ça avait été fermé, bah tiens, j'ai peut-être envie de... C'est quoi? C'était de reconstruire la chose, vu qu'elle avait été déjà vendue? C'était quoi la motivation derrière, tu penses? Dans un premier temps, oui, je pense que ça me rassurait un petit peu d'aller dans un domaine que je connaissais, qui m'était très familier, parce que je passais beaucoup de temps dans cette agence quand j'étais jeune. Oui, d'accord, oui, tu y étais aussi en plus. Et oui, après l'école, mon papa venait me chercher et comme il adore le raconter, il sera ravi que je raconte cette anecdote. Très bien. Il signait des bons de commande de vente avec moi sur les genoux. Donc j'ai fait mes premières ventes. Ah bah oui, petite. Une vendeuse hors pair déjà. Voilà. Donc ça m'était quand même assez familier, c'était confortable d'aller dans un domaine que je connaissais et je pensais que ça gagnait bien aussi. Bah c'est normal, en même temps toi tu faisais des signatures de contrat, alors tu vois tu vois la chose qui rentre effectivement. Forcément, mais bon en tant que salarié c'était assez compliqué de se faire une bonne rémunération puisque en tant que commercial tu es payé à la commission. Ah oui, d'accord. Tu as un fixe qui est extrêmement faible et tout le reste de ton salaire est à la commission. Donc, pas le droit à l'erreur. Ouais. Si tu pars en vacances 2 semaines sur un mois, tu réduis de moitié tes chances d'avoir ton salaire. Si t'as un variable qui est énorme, effectivement, ouais. Oui, c'était, pour te dire, le fixe, il était à 900 € net. À l'époque, en plus. À l'époque, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être 1200, 1300, mais c'est très faible. Ouais, c'est ça. Très faible. Du coup, après, il faut forcer un petit peu. C'est pour ça aussi qu'on se rend compte, que les gens, ils sont obligés de forcer une vente. Ouais. Parce que sinon, en termes de rémunération, ils vont pas s'en sortir. Ouais, c'est aussi un système qui est quand même pas super... c'est pas très sain, quoi. Exactement. On est bien d'accord. Et moi, je n'avais pas du tout ce côté requin que je voyais chez mes collègues qui étaient très forts. Mais moi, j'étais vraiment mal à l'aise avec le fait de pousser une vente, de potentiellement cacher un petit peu certains aspects de la vérité ou sur des voitures, parce que je vendais beaucoup d'occasions. Ouais. Les défauts, les petits défauts, trucs, des choses comme ça, de forcer au financement aussi, parce que si on vend pas de financement, on gagne pas d'argent, très honnêtement. Ouais, c'est un peu les services qui sont autour. Oui, c'est ça, c'est ça qui rapporte de l'argent. La voiture en tant que telle, dans la concession où j'étais, ça nous rapportait 100 € brut par voiture. Ah oui. C'est marrant. Donc, effectivement, par rapport à ce qu'on pourrait croire, c'est pas ce qui rapporte le plus d'argent. Donc, quand on nous propose des choses qui apparaissent vraiment comme des petits services, au final, ça vous arrange. Exactement. Voilà. Donc, sachez-le, si vous achetez une voiture, si vous voulez, si vous aimez votre commercial, prenez un crédit et prenez les assurances. C'est ça, voilà, c'est ça. Mais du coup, tu as pu y aller assez rapidement. Alors, si tu dis déjà que tu as été dans, je sais pas si c'est une concession qu'on appelle ça. Ouais, une concession. Ça veut dire que donc pour se former à ça, ça a été facile pour toi? Ouais, ça a été facile et ça a été en alternance. Donc, ça m'a permis de commencer à travailler rapidement. En termes de temporalité, donc j'ai commencé en septembre, la rentrée de septembre, mais ça arrivait assez vite à partir du moment où j'ai choisi de faire ça, où j'ai trouvé la formation.
qui était à Guyancourt, donc toujours à côté de Saint-Quentin. Ouais, bah, effectivement. Pour l'instant, on reste dans mon domaine. Et donc, j'ai commencé en septembre, en alternance, pendant 1 an, à travailler dans cette concession où après, j'ai été embauchée en salarié. Ouais. Donc, c'était plutôt sympa de pouvoir travailler. Le rythme était plus axé sur le travail que sur l'école. L'école, très honnêtement, c'était le GNEAFA, donc c'est une école d'automobile qui est très connue en France, Ouais. qui propose tous les métiers de l'automobile, qui est très réputée, mais malheureusement, qui m'a vraiment rien apporté en tant que compétence. Ouais. T'as plus appris sur le terrain finalement que. Exactement, ouais. Je pense que si je n'avais pas été à l'école, j'aurais eu les mêmes compétences que j'ai eues après dans mon métier. T'aurais été payé plus ou pas? Non. Non, c'était vraiment un forfait. Non, c'était... Ouais. Donc l'école, c'était plus une pause Ouais, je comprends. que de choses. C'était un peu les vacances, on va dire. Surtout au vu des formateurs qu'on avait qui étaient quand même assez folkloriques. Ouais. Donc Ils t'ont pas forcément appris grand-chose, mais au moins tu passais un bon moment. exactement. On passait Non, mais un bon moment avec d'autres collègues qui Ouais. étaient en alternance aussi, dans d'autres concessions. Ça permettait d'avoir des échanges, ne serait-ce que sur les marques différentes qu'on avait. Ouais. C'était plutôt intéressant. On avait un peu toutes les marques, tous les horizons. Donc ça, c'était vraiment le côté positif. Et puis, de pouvoir se reposer un petit peu. Mais du coup, donc c'est quand tu dis que c'était plus le boulot que les études, c'est quoi ces gens? C'était quoi? Parce qu'il y a des systèmes où c'est dans la même semaine, t'as plusieurs jours, des fois c'est plusieurs semaines. C'est ça. À l'époque, Alors, c'était nous, autre chose. c'était à la semaine, effectivement. C'était à la semaine, ok. On avait 3 semaines d'entreprise D'entreprise. et 1 semaine de cours Ah oui, ok. par mois. Ce qui est quand même relativement peu. Ouais. Et ce qui, à mon sens, ne permet pas de développer des grandes compétences dans le commerce. Ouais, je comprends. Surtout que le domaine de l'automobile est assez spécifique. Il y a quand même pas mal de choses à savoir, ne serait-ce que sur la partie financement, qui a longtemps été compliqué pour moi à comprendre avec le système de location avec option d'achat, location longue durée, crédit bail. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à connaître. Donc, les cours de financement, malheureusement, ne m'ont pas servi. J'ai vraiment appris en pratiquant avec mon tuteur, avec mes collègues. Dans ta concession, donc vraiment là où tu étais, quoi. Tout à fait. Et du coup, donc tu navigues dans ce monde qui t'est familier. Tu te rends compte que ça paye pas trop. Alors, je sais pas si ça a été une des motivations particulières pour, faire un pas après. Mais en tout cas, tu l'as évoqué, donc je le reprends. Oui. Tu es resté longtemps là-bas? Enfin, tu as fait ton alternance, donc c'est quoi? C'est 2-3 ans, non? 1 année. C'est passé, L'alternance, c'est juste c'était 1 1 an. année. Et ensuite, j'ai travaillé un petit peu moins de 2 ans. Donc, en tout et pour tout, ça fait à peu près 2 ans et demi dans ce métier-là. Ok, donc 2 ans et demi, tu travailles, tu commences à avoir tes habitudes et tu as une envie d'ailleurs qui Exactement. émerge. Voilà, d'où, comment? Cette envie, je pense que au tout début, je l'ai pas perçue réellement comme telle. C'est-à-dire que je me suis dit, non, mais peut-être que le problème, c'est là où je suis. C'est l'entreprise ouais. où je suis. Mm. Donc, je vais simplement changer de concession, changer de marque. Ok, donc c'est vraiment rester dans le même domaine et faire un pas de côté pour Exactement. voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Tout à fait. Donc, j'étais chez Smart, Ok. qui est Mercedes, et je suis partie chez Volkswagen en me disant que ça allait solutionner tous les problèmes, tout ce qui me déplaisait dans le métier. Spoiler alert, c'était pas du tout le cas. Ouais, ok. Je suis restée très très peu de temps dans cette concession-là. En plus, ça tombait au moment du Covid. Donc, j'ai fait 1 semaine. Ah oui, quand tu dis rapide, c'est rapide, quoi. Alors, on a été confinés directement à ma prise de poste, vraiment 1 semaine après. Donc, ça m'a pas trop permis de découvrir vraiment la marque. Et quand je suis revenue donc en présentiel, donc après le déconfinement. Ouais, donc genre fin 2020, un truc comme ça, ou mi-2020 peut-être. C'était mi-2020, il me semble qu'on a été déconfinés. Ouais, il y en a eu 2. Donc, oui, mais le premier confinement était vraiment celui où on n'avait pas du tout le droit de travailler, de travailler en tout cas à l'extérieur de chez soi. Donc je suis revenue avec la boule au ventre. Donc déjà, je me suis dit, si je veux travailler avec la boule au ventre, c'est qu'il y a un souci derrière et que finalement, c'était pas la marque, le souci. Surtout que ça s'est très mal passé avec mes supérieurs. Ok, ouais. Qui étaient vraiment tyranniques, qui m'infantilisaient, et je détestais ça. Qui étaient vraiment derrière mon dos, mais physiquement. derrière mon dos. Donc pour faire les ventes, j'étais très peu à l'aise en fait d'avoir. Seulement. Puis même les gens en face de toi, je pense qu'ils devaient se dire, il se passe quoi là? Bah oui, c'est ça. Je suis plus stagiaire. On m'a appelé la stagiaire pendant très longtemps. Je n'appréciais pas du tout ça. Voilà, maintenant c'était fini. J'étais vraiment en poste, salarié, CDI, pas senior mais presque. Mais ça c'est vraiment un truc super important là que tu évoques. Ouais. Parce que moi je travaille dans le monde de l'entreprise, donc effectivement je vois en fait ces jeux de pouvoir qu'il y a, et ne serait-ce que le nom qu'on donne aux gens. C'est comme tu dis, c'est la stagiaire. Ouais. Ah non, c'est Diane. Ouais.
c'est Diane, et même si c'est une stagiaire, c'est son statut. Plus tu la réduis à son statut de stagiaire, et moins tu vas solliciter son engagement, sa capacité à prendre d'initiative, parce que souvent ils vont dire bah oui, voilà, sois motrice, sois autonome ou etc. Mais par contre, je veux tout contrôler. Tu vois, c'est tout à fait. C'est exactement. T'as très bien décelé la chose. C'est exactement ce que je ressentais. Ouais. C'est-à-dire que entre ce qu'il me disait, donc c'est-à-dire t'es la stagiaire, t'es l'alternante, ces termes qui étaient utilisés à des fins un peu réductrices finalement, qui ne le sont pas, comme tu l'as dit, c'est un statut finalement. Et les responsabilités qu'on me confiait qui étaient bien plus que celles qu'on devrait confier à une alternante finalement. Il y avait vraiment ce décalage en fait entre la stagiaire et c'est toi qui vas ouvrir la concession le matin, le week-end, t'as les clés, on te fait confiance, let's go. Non mais malheureusement, c'est vraiment des situations qui sont courantes. Moi, je l'entends vraiment régulièrement. Donc du coup, tu me disais, quand j'ai dû y retourner, j'ai eu la boule au ventre. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui a généré cette boule au ventre? Parce qu'au final, le métier, tu le connais, c'est juste entre guillemets une autre entité, une autre concession, tu vois. Mais qu'est-ce qui a généré ça? Est-ce que tu arrives à l'identifier aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que quand tu y allais, il y avait cette boule-là? Je t'avoue que je n'y ai pas plus repensé que ça. J'ai voulu plutôt tourner la page rapidement. Ok. C'est ce que j'ai fait. Parce que je suis une personne qui prend des décisions, je ne dirais pas rapidement, mais quand elles sont prises, elles sont prises. Elles sont prises. Il n'y a pas de retour en arrière. Ça peut être du jour au lendemain. Et on y reviendra sur d'autres aspects que le professionnel. Et à partir du moment où j'ai décelé que ça n'allait pas, que c'était finalement le métier qui ne me convenait pas, j'ai tout de suite demandé un entretien à ma supérieure. À ton tyran? À mon tyran, ouais, exactement. Exactement, j'espère qu'elle écoutera ce que je suis en train de faire. J'espère qu'elle a changé. Si tu m'entends, Amandine, si tu nous entends, tu as vraiment été horrible avec moi. Je t'en veux beaucoup. Ce qui est dingue, c'est que parfois, encore une fois, j'étais pas dans la situation, je connais pas la personne, mais quand on apprend aussi à connaître les gens, on se rend compte que des fois, ils sont poussés par quelque chose chez eux à agir comme ça. C'est-à-dire que des fois, alors je ne sais pas pour la personne, donc je parle pas pour elle, mais moi j'ai eu le cas en entreprise avec du management souvent, où quand tu échanges avec les gens et tu les laisses un peu s'ouvrir, tu sens qu'ils étaient sous tension en fait, sous pression, et ça a généré des comportements qui sont pas leurs comportements habituels. Et ils ont eu l'impression que c'était la bonne chose à faire par rapport à l'écosystème dans lequel ils étaient. Mais c'est vrai que je trouve ça fou de pas se rendre compte des fois du mal qu'on peut faire aux gens pour ses propres objectifs, parce que finalement c'est souvent ça. Ouais, exactement. Donc, en tout cas, c'est une page que tu as tournée rapidement. Rapidement. Et à partir du moment où j'ai demandé l'entretien, je suis partie dans les 3 jours après. Ouais, ok. Donc effectivement rapide. Et tu disais que toi, quand tu prends une décision, ça se fait vite. Ouais. Ça a toujours été le cas ou pas? Dans le domaine professionnel, j'ai l'impression que oui. Tu vois, si je remonte à l'histoire de la double licence, ça a été à partir du moment où je me suis, entre guillemets, avoué à moi-même que c'était pas pour moi et qu'il fallait que je tourne la page, et ben je le fais, tout simplement. Comme ça. Il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de... Non. Qu'est-ce qui se passe en fait pour toi? C'est genre, je tourne la tête et puis maintenant j'avance sans regarder derrière moi? Exactement, je me retourne jamais. J'ai une grande confiance en l'avenir. En fait, je suis une personne, je pense, optimiste, et je me dis qu'il y aura toujours une solution, que j'arriverai toujours à m'en sortir. De quelle manière, je ne le sais pas toujours en avance, mais l'expérience a prouvé que ça a été le cas, donc je continue sur cette voie-là. Mais c'est super intéressant parce que, tu vois, dans le monde du changement, souvent, les gens se disent qu'on peut toujours tout planifier. Et donc, ils se disent, bah voilà, je vais faire un grand plan, ça va se passer comme ça. D'ailleurs, quand les gens montent leur boîte, on fait quoi? On fait un business plan. Et donc, ça nous rassure. Alors qu'en fait, un changement, au départ, il y a quelque chose de super intangible. Et déjà, de ton parcours que tu nous as raconté, il y a rien de sûr, en fait, dans ce que tu fais. Par contre, il y a une conviction forte chez toi que, toi, tu vas y arriver, et que 2, les opportunités vont émerger si tu arrives à les saisir, quoi. C'est exactement ça. Je me dis toujours qu'il y aura quelque chose pour moi quelque part qui m'attend. Et ça a été le cas. Ouais. Puisque après cette dernière expérience de salarié, je me suis dit que ce n'était peut-être pas fait pour moi finalement ce statut-là. Que ce n'était pas uniquement un problème de métier, on va dire, mais le présentiel avec des horaires très larges. Parce que commercial, on a des horaires assez larges. Ouais. Travail le week-end. En même temps, s'il y a les marges... à prendre avec le variable, autant. Ouais, je comprends. Tu peux travailler le plus possible. Ouais. Fini très tard. Donc voilà, tout ça, ça me correspondait pas du tout. C'était pas ce que je voulais pour mon avenir. Je pensais à plus tard, à une vie de famille, etc. Et c'était pas du tout ce que je voulais. Ouais. J'avais vu mon père le faire et c'était très prenant, en fait. C'était dur pour lui d'avoir cette charge de travailler très tôt le matin, finir très tard, travailler le week-end, pas prendre beaucoup de vacances. C'était pas mon objectif à moi.
J'ai trouvé ça très courageux de sa part de le faire. Ouais. Et il continue à le faire d'ailleurs. Mais moi, non. Ouais, c'était pas la vie que tu voulais avoir. Et c'est marrant, hein, comme quoi les histoires comme ça, on se rend pas toujours compte. Et je pense que nos parents, d'une certaine manière, font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais ça reste intéressant de voir que ces histoires-là ont un impact sur les décisions qu'on prend par la suite, malgré le contexte qui change. Hein, parce que moi, les miens, c'est encore différent. Tu vois, mes parents, ils ont fui leur pays et ils ont tout construit à partir de rien. C'est-à-dire que moi, je suis le premier à être né en France, genre pépère, tu vois, genre comme un Français. Oui. Tu vois, avec le système. Mais eux, quand ils me parlent du travail, etc., c'est un contexte différent, tu vois. Et peut-être que, ton père, c'est pareil, à l'époque, c'était vraiment, fallait bûcher, entrepreneur en plus. Et je pense que quand même, ça nous inculque quelques valeurs, qui sont plutôt bonnes. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait dans le contexte d'aujourd'hui, quoi. Exactement. Mais moi, ça m'a amené à réfléchir et à me dire que ça n'était pas la seule manière de réussir. Et qu'en tout cas, c'était pas la manière que je souhaitais pour moi. Ouais, et c'est très courageux, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve, qu'il y a beaucoup de gens qui restent là où ils sont, et puis ils râlent un peu là où ils sont. Oui. Puis en France, en plus, tu l'as évoqué, le salariat, c'est un petit peu le Graal. En tout cas, le CDI, c'est un peu le Graal pour beaucoup de gens. Je pense je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est en train de shifter un petit peu, avec tout ce qui se passe autour. Et je pense que ce que tu dis qui est vraiment important, c'est, pour réussir ou pour s'épanouir, en fait, il n'y a pas qu'un seul chemin. Même si on veut nous faire croire qu'il y a un chemin, en fait, en particulier, il y a plusieurs chemins. Et donc, du coup, il y a non seulement le courage de changer que tu as déjà eu avant, et en plus, là, tu prends une déviation sur peut-être plus le monde du salariat et t'ouvrir encore d'autres portes. C'est ça? Tout à fait. Ouais. Exactement. Et donc, tu pars par où? Un domaine qui va te surprendre, je pense. On n'en a pas du tout parlé. Non, mais c'est pour ça que je me suis laissé un peu d'inconnu. Exactement. Donc, j'ai lancé mon statut auto-entrepreneur. Ok, ouais. En me disant, OK, qu'est-ce que je peux faire avec les compétences que j'ai aujourd'hui? Pas grand-chose. Je ne voulais pas être commerciale indépendante. Ok, ouais. Et donc, il a fallu que je me forme à nouveau. Ok. Donc, j'ai commencé par faire une formation en hygiène et salubrité. Ok. Tu vas comprendre pourquoi. Ok. Parce que je me suis lancée dans l'esthétique et dans le domaine des piercings. Esthétique et piercing. Exactement. Et donc, je suppose que tout ce qui est hygiène et salubrité, c'est pour les locaux, les choses comme ça. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Ouais, ok. tout à fait. C'est la formation obligatoire. Donc, qui est vraiment uniquement de la théorie sur tout ce qui est hygiène, que tu peux faire pour plusieurs métiers, donc esthéticienne, perceuse, tatoueuse, choses comme ça. Donc, j'ai fait cette première formation. Et donc après, avec mon CPF, que j'avais durement accumulé dans mes années de salariat, je me suis dit que j'allais en faire quelque chose. Et donc, je me suis formée pour apprendre à faire du microblading. Alors, dis-moi ce que c'est. C'est le tatouage semi-permanent des sourcils. Ah, ok. Oui, je vois ce que c'est. Donc, pour éviter de se maquiller tous les matins. Assez connu dans le monde de l'esthétique. C'était assez nouveau quand je me suis lancée. Donc, je me suis lancée là-dedans. J'ai fait ma formation, j'ai pratiqué. J'ai essayé de trouver des lieux où pratiquer parce que je n'avais pas mon salon à moi. Ouais, je voulais d'abord me lancer. Mais l'idée, c'était de créer ton salon après, c'est ça, ouais? Oui. Je sais pas si ça s'appelle un salon d'ailleurs ou pas, mais. Oui, salon d'esthétique, salon de piercing. Mais c'était deux domaines qui n'avaient pas trop de rapport entre eux. Même si finalement, j'arrivais à avoir des clients qui venaient à la fois pour le microblading et à la fois pour les piercings. C'est vrai qu'en fait, quand on marche à l'extérieur et qu'on voit en fait des vitrines, c'est soit piercing, tatouage, etc. ou esthétique. Exactement. Et donc, à un moment donné, j'ai dû faire un choix de garder uniquement l'une des deux professions, on va dire. Ouais. Donc, j'ai choisi le piercing. Ok, ouais. Qui a été, je pense, un très, très bon choix avec du recul, puisque ça m'a ouvert l'opportunité suivante dans ma vie de Martin Matin. De Martin Matin. Donc, j'ai pratiqué un petit peu le piercing quelques mois comme ça, en indépendante, en allant dans d'autres salons. Ouais. Dans soit des salons de tatouage, soit des salons d'esthétique aussi, puisqu'il fallait en fait un lieu qui soit aux normes d'hygiène. Donc, ça pouvait être que ce type de lieu-là. Ok. Sauf que je n'arrivais pas à décoller. Je n'arrivais pas à atteindre ce que je voulais. Je n'arrivais pas à travailler tous les jours. C'était dur financièrement. J'étais pas des pâquerettes, on va dire. Et alors ça, c'est pas possible pour moi. Parce que un de mes objectifs a toujours été de gagner de l'argent. Ouais. C'est très français de ne pas parler de ça. Ouais, effectivement. Mais moi, je m'en fiche complètement. Aucun problème à le dire. Et souvent, on me le reproche d'ailleurs. Parce que je communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Et j'affiche sans aucun souci mon chiffre d'affaires, combien je gagne tous les mois, etc. Très souvent, on me dit, mais t'as pas peur? Il y a vraiment une culture un peu du jugement très forte. Mais aussi, c'est intéressant de voir que culturellement, en tout cas, moi, je parle plus de la France parce que je le vis aussi d'une certaine manière.
mais une vision de l'argent comme étant démoniaque. Oui. Et ça, c'est très ancré dans la culture. On se dit, en fait, ces gens, s'ils ont de l'argent, c'est forcément parce qu'ils ont fait quelque chose à côté qui est malhonnête, qui pervertit. Et donc, effectivement, on a ce côté où, c'est pas bien. Et en même temps, il y a tout le monde qui veut jamais se l'avouer, mais en fait, ils aimeraient bien gagner plus parce que les gens qui les inspirent sont les gens, en fait, qui gagnent leur vie, etc. Donc, en fait, il y a un paradoxe, souvent, entre les vendeurs de rêves d'un coup, où on leur dit, justement, c'est des vendeurs de rêves. Je trouve que le terme est vachement intéressant parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils touchent à quelque chose que les gens veulent pas s'avouer ou qu'ils ne croient pas possible sous un certain angle. Et si les gens achètent, c'est bien qu'il y a un besoin. Donc, je trouve ça vachement courageux aussi de ta part, encore une fois, de vivre ta vie telle que toi, tu le souhaites et ça te fait sens. Et c'est, au final, je pense, très libérateur. Oui. Que tu parles de choses que les gens n'ont pas envie de parler, mais ils en ont quand même envie. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette ambivalence de il faut gagner de l'argent pour vivre, mais il faut pas le dire. Exactement. Et c'est marrant, parce que tu vois, même en entretien, ça, c'est culturellement intéressant, c'est que, tu vois, par exemple, les Américains sont très forts pour ça. C'est-à-dire que c'est plus culture américaine. C'est qu'en gros, quand ils vont aller en entretien, ils vont te dire tous les chiffres qui prouvent qu'ils sont compétents et qu'ils vont aller de l'avant. En France, il va falloir dire les choses, pas directement. Il faut que l'autre en face comprenne que toi, t'es la bonne personne. Ouais. Tu vois, donc il y a un jeu un peu subtil qui se joue. Enfin, je sais pas si tu l'as vécu, mais c'est vrai que moi, je le ressens. Sinon, on apparaît comme vantard, direct. Tout à fait, ouais. Et donc, ça nous met dans une catégorie alors qu'on a juste des fois à exprimer certaines choses. Tout à fait. Vantard, vendeur de rêve aussi. C'est ça, ouais. Si moi, je me permets de beaucoup partager mes chiffres sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout dans ce but-là. C'est pas pour montrer, regardez, moi j'ai réussi, moi je fais tant. C'est ça, ouais. C'est pour inspirer, en fait, d'autres personnes qui pourraient faire comme moi, tout simplement. Moi, j'ai pas grand-chose à y gagner, mais je trouve ça très inspirant et moi, j'ai beaucoup aimé, quand je me suis lancée en entrepreneuriat, avoir des personnes comme ça à suivre qui partageaient, qui étaient authentiques, on va dire. Et je me dis que je peux être une de ces personnes-là aussi, sans prétention, mais vraiment... On se rend pas compte, en fait, le pouvoir de l'inspiration. C'est-à-dire qu'on parle souvent, tu vois, des influenceurs, etc. Et on leur met un peu une étiquette. Alors forcément, parce que dans tout métier, et plus ça grossit, plus il y a une hétérogénéité, ne serait-ce de qualité, on va dire de réalité derrière. Mais c'est vrai que c'est quand même des gens qui nous aident à parfois prendre une décision et nous amener à l'action. Donc en fait, ce sont des agents du changement sous un certain angle. Et je trouve intéressant ce que tu dis parce qu'il y a cette dimension où j'ai reçu et là je me sens suffisamment à l'aise pour rendre aussi d'une certaine manière. Donc c'est pas aux mêmes personnes finalement, mais il y a une dimension quand même de renouvellement et de partage qui dit pas que si moi je donne, je perds. Mais au contraire, si je donne, en fait, on se multiplie la chose. Exactement, on démultiplie le bonheur. Ouais, non, mais c'est super. Donc là, c'est vraiment le démarrage de ta vie entrepreneuriale, donc le piercing, et c'est venu initialement d'une passion, c'est-à-dire que tu t'es dit, j'aime bien ça, donc tatouage, je vois que t'en as. Tatouage, oui, mais c'est un art qu'il faut vraiment maîtriser. Ouais. Donc je me suis pas du tout aventurée là-dessus. J'ai laissé ça aux professionnels. C'est ça, ouais. Voilà, et grand bien m'en fasse, surtout pour mes clients. Ouais. Mais piercing, oui, parce que tel que tu me vois là, j'ai pas de piercing. En tout cas, ouais, c'est ça. Moi, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est grosso modo de la même famille? Et donc, du coup, t'as voulu aller là ou pas? Non, pas du tout. Quand j'ai dit à ma famille que je voulais être perceuse, le bas de combat, on passe de juriste à commercial, qui sont quand même des métiers assez plutôt respectés, quand on dit qu'on est commercial, juriste. Ouais, plutôt bien vu. Ouais. Puis après, on dit qu'on est perceuse, ça fait un grand chamboulement, en fait. J'imagine. C'est marrant, il y a des images mentales qui arrivent, et puis forcément, avec l'image, t'as une connotation. Est-ce qu'elle était positive ou pas? Tu vois, c'est encore... Et malheureusement, il y a des choses qui sont pas non plus mises en avant ou valorisées par la société. Donc, il y a souvent aussi les médias qui pointent ou qui orientent d'une certaine manière. Et donc, ok, tu y allais par passion. Et en fait, je trouve que c'est intéressant parce que la passion est aussi un vecteur pour de mouvement. Et ça, je trouve ça super courageux d'y aller parce que quand tu connais le métier, alors je sais pas si tu le savais à l'époque, ça gagnait pas forcément si bien que ça, ou en tout cas l'entrepreneuriat est pas si évident dans ce cadre-là. En découverte. En découverte. Et le deuxième moteur, et c'est bien qu'on en ait parlé d'abord, mais c'est bien de se dire à un moment donné, la sécurité financière, elle est super importante. Tout à fait. Et donc ça aide à faire des mouvements. Parce qu'il y a des gens souvent dans le monde du changement qui nous disent mais c'est pas possible. Ouais, mais en fait quand tu dis que c'est pas possible, il y a une sorte tu restes dans le confort que tu as à l'heure actuelle. Quand t'as pas une thune et que tu dois survivre, il y a tout qui est possible d'un coup. Tu vois, c'est... Bizarrement, t'es un peu plus motivé à passer à l'action, en fait, tout simplement. Ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, le prochain passage à l'action?
Et donc, du coup, c'est là que j'ai eu vraiment une opportunité, alors financièrement, qui a été assez confortable pour moi. Ouais. Et qui m'a aussi permis de m'ouvrir encore plus au monde de l'entrepreneuriat parce que jusque-là, je ne connaissais personne qui était trop dans mon domaine. J'ai été donc responsable commercial, donc en freelance toujours. Ok. Donc là, tu as reconnecté quand même des points. Ouais, j'ai reconnecté un petit peu, mais c'était toujours dans le monde du piercing. Donc c'était pour une maison de joaillerie qui était spécialisée dans le piercing. Ok, ouais. Donc c'était parfait. Ça correspondait un peu au métier que j'avais fait avant, commercial, perceuse. Donc le job de rêve, bien payé. Ouais. Quand j'étais payée. La petite parenthèse. Voilà. Petite parenthèse. Donc sur le papier, tout était beau, tout était magnifique. Et c'est vrai que le métier en lui-même me plaisait beaucoup parce que j'avais cet aspect commerce, responsable de plusieurs pôles. Et puis je faisais toujours du piercing, je pratiquais toujours. J'avais quand même gardé cette partie-là. Donc qui était assez sympa. En plus, je voyais un peu du beau monde parce que comme c'était de la haute joaillerie, la clientèle n'est pas la même clientèle que dans les salons classiques. Ah bah oui, j'imagine, ouais. Quand t'as des piercings qui sont à 2-3 000 euros, forcément, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui peut se le permettre. Parce qu'un prix usuel, vu que, tu vois, moi je connais pas trop ce monde-là, un prix usuel, c'est quoi? Habituellement, un piercing classique dans un salon, avec des bons matériaux, ça va commencer dans les 40 euros à peu près. Ah oui, donc effectivement, là tu fais x100. Ouais, voilà. Ok, donc c'est juste pour voir la différence. Oui, il y a un gros gap. Et donc, dans cette maison de joaillerie, le premier prix était à 160 euros. Ok, donc, accessible par rapport au reste. Ouais. Mais c'était vraiment un anneau simple, sans plus. Pas de surréture, rien du tout. Donc, un petit peu de beau monde. J'ai vu beaucoup d'influenceurs à cette période-là. Ok, ouais. On faisait beaucoup de partenariats. Et donc, j'ai découvert aussi cette partie de gestion de partenariat qui m'a bien plu aussi. Pas toujours facile parce que les influenceurs sont pas tous des personnes très... Il y a de tout, hein. Il y a de tout. En grande majorité, je dirais 85%, c'était vraiment des personnes adorables, ça se passait très bien. Hein, mais bon, voilà. Des vrais humains qui sont proches aussi de la réalité de la vie, quoi. Ouais, C'est-à-dire qu'après, t'as les extrêmes qui sont un peu divas ou je sais pas quoi, c'est ça? Exactement, ouais, tout à fait, qui pensent qu'elles sont Beyoncé. Oui, c'est ça. Alors que il y a 10 minutes, je les connaissais pas, j'ai juste été voir sur Instagram qui c'était. Ouais, c'est ça. J'ai dit, OK, elles ont 200 000 abonnés, super. Ouais. Donc ça m'a ouvert encore à un autre monde que j'ai bien aimé découvrir, honnêtement. Un nouveau changement pour moi. Exactement. Et pour la petite anecdote un peu marrante, j'ai fait un piercing à la femme de Maître Gims. Voilà, super. Qui s'appelle Demdem, il me semble. Qui est très gentille, qui nous fait très gentille, adorable. Qui a été vraiment très mignonne avec moi. Enfin, c'était une super expérience, j'ai adoré. C'est marrant. C'était marrant. Je la connaissais pas du tout, mais c'est la femme de... Ok, d'accord. C'est aussi pour ça que je trouve que dans ton parcours, ce qui est quand même fou, c'est que tu arrives à appréhender des situations qui parfois sont un petit peu incongrues ou un peu même difficiles, ou etc. Et tu arrives à les retourner d'une manière assez simple à ton avantage. Oui. Tu vois, parce que tu la connaissais pas, mais voilà, t'as fait ton service, etc. Puis après, au fur et à mesure, tu as saisi l'opportunité de te rendre compte que c'était la femme. Parce que ça se trouve, il y aurait des personnes qui auraient juste fait leur boulot. Ouais. C'est parti, je me suis pas rendu compte que j'avais une personne qui, une sorte de statut un peu différent des autres, quoi. Oui, c'est ça. Comme je te disais, la plupart, une grande majorité ne se comportent pas comme des petites starlettes. Et Dieu merci. Ça serait vraiment très désagréable. Sinon, parce que c'était vraiment, j'en avais presque tous les jours, tu vois, des personnes qui venaient pour des partenariats comme ça. Donc, il valait mieux que ça se passe bien. Et on m'a posé souvent la question, mais t'es pas stressé de faire des piercings? Il y a des gens connus comme ça? Ben non, c'est pareil. Pour moi, une oreille, c'est une oreille. Le piercing reste le même, la technique reste la même. Donc, oui, mais quand même, si tu rates... Alors, je suis pas censée rater. Oui, non, déjà. Voilà. Ni cette personne-là, ni une personne lambda. Donc non, ça se passait super bien. J'avais pas de stress. Mais bon, comme je te le disais, je suis pas du tout une personne stressée, donc ça se passait plutôt bien de ce côté-là. Donc. Mais c'est marrant parce que tu vois, il y a des personnes qu'on met sur un piédestal très vite. Et c'est un peu comme les conférenciers, parce que par exemple, donc moi je fais un peu des conférences à gauche à droite, et je suis toujours surpris. En fait, il y a personne qui vient me voir après. Tu vois, je fais ma conférence et tout, ça se passe plutôt bien. Et après, des fois, j'ai une personne qui vient me voir comme ça, on discute. Je me dis, mais moi, en fait, quand je fais des conférences, c'est pour justement pouvoir discuter avec des gens. Et je sais pas exactement ce qui se passe. Mais grosso modo, des fois, les gens, ils me disent, ils osent pas. En fait, le fait que tu sois mis sur scène, tu fais partie de gens à part. Oui, tout à fait. Mais moi, quand je discute avec les gens, je dis, mais moi, je vais, comme les autres, on va tous aux toilettes un jour. Et c'est con, mais moi, c'est un jour, on m'a dit ça. Je fais, en fait, quand je pense à ça,
Moi, quand je vois des gens, tu vois, hier, on a eu des gens qui sont aussi un petit peu, qu'on a vu, qui étaient sur le devant de la scène et tout. Donc, quand on rencontre des gens comme ça, c'est un peu impressionnant parce que tu les vois en ligne surtout. Donc, tu vois leur image un peu de popularité. Puis quand tu les vois en vrai, tu te dis, je suis qui, moi, pour aller les voir? Tu vois, donc, je comprends cette sensation. Ouais. Puis d'un coup, je me dis, mais aussi vos toilettes. Et après, du coup, ça me permet d'aller les voir et puis de discuter d'humain à être humain, en fait. C'est super drôle que tu dis ça parce que j'ai exactement la même réflexion. C'est vrai? Ouais. On m'a dit aussi une fois un jour, mais tu sais, tout le monde va aux toilettes. Ouais. Et du coup, je me dis ça aussi à chaque fois. Et depuis, tout va bien. Ouais, c'est marrant, hein. On est des humains, on a tous besoin de manger, d'aller aux toilettes, de dormir, de boire. Donc, effectivement, on a accompli des choses différentes. Mais ça change pas le fait que on peut interagir d'une manière simple. Et je dis pas que c'est facile pour moi. Et donc c'est pour ça que je comprends les gens aussi des fois qui veulent pas venir me voir. Mais en tout cas, si vous m'entendez, n'hésitez pas à venir me voir parce que des fois je suis un peu tout seul et pauvre Olivier. Non mais c'est marrant. Olivier vous attend. Je trouve ça sympa de juste d'avoir cette interaction. Donc je trouve ça intéressant en tout cas. C'est plutôt le but quand tu transmets comme ça ton savoir, c'est d'avoir un retour un petit peu des personnes à qui tu le transmets finalement. Sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Et un retour humain parce que en fait dans les conférences aujourd'hui dans lesquelles moi je participe, t'as un retour mais tu sais genre sur des outils ou des choses comme ça. Mais en fait t'as pas d'interaction. C'est-à-dire que même si les gens ils disent ça t'aurais pu faire mieux ou etc. Ok, mais en discutons-en parce que du coup tu me balances juste ça à la tête. Ou même quand c'était très bien, tu vois, mais moi j'ai juste envie de savoir c'est quoi qui t'a impacté ou etc. Tu vois. Donc il y a une dimension. C'est une très bonne idée ce que tu fais. Ouais, il faut. Et donc là on arrive un peu à la fin. Donc là tu me parles responsable commercial joaillerie. Tout à fait. Et effectivement quand on a discuté, c'est un petit peu le métier dont tu m'as parlé. Donc on arrive un petit peu au bout des changements un peu pro comme ça. Et donc il se passe encore quelque chose après? Oui, pas sur le côté pro, enfin c'est lié. Ouais. Puisque l'arrêt, en fait, de ce métier-là, qui a été, comme tous les autres, très soudain, du jour au lendemain, ce que je te racontais hier, un samedi soir, où mon alternante m'appelle pour me dire qu'elle arrête, et j'arrête dans la foulée, la même journée qu'elle, prend cette décision-là. Et vu que j'étais en freelance, je n'avais pas d'obligation contractuelle de rester. En tout cas, c'était pas inscrit. Et donc, je quitte ce métier pour à la fois me libérer de cette pression toxique que la patronne nous infligeait. Encore une alors. Encore une. Alors je sais pas si c'est corrélé, mais j'ai souvent eu ce genre de problématique avec des supérieurs femmes. Mais tu as eu des super hommes aussi en concession, hein, Oui. Dans la première concession, les managers étaient des hommes. Ouais. Quand je suis arrivée chez Volkswagen, c'était une femme. C'était que des femmes. Que des femmes. Ouais, c'est marrant ça d'ailleurs. Ouais, en ce moment. Parce que t'as une hiérarchie, tu vois, t'as la directrice, ensuite t'as la responsable de concession, etc. Ça s'appelle plus comme ça, mais en gros, c'est ça. Ouais. Et c'était que des femmes. Et je l'ai beaucoup moins bien vécu, bizarrement. Alors, je sais pas si c'est corrélé ou pas, ou si c'était vraiment le hasard. Mais donc, dans cette maison de joaillerie aussi, une femme qui était donc la patronne, la créatrice de la marque. Ouais. Donc, très mal passé. Et donc, je décide vraiment de tout lâcher en 1 heure de temps. Et de partir habiter à Toulouse. Donc, encore une décision où tu as tourné la tête, tu dis, allez, go. Exactement. On m'a proposé de venir habiter à Toulouse. Une amie m'a proposé de reprendre son appartement qu'elle quittait. Un peu en blaguant, finalement. En disant, mais de toute manière, elle habite à Paris. Elle le fera jamais. Mais ça veut dire qu'elle te connaissait pas assez pour se dire, c'est dangereux ce que je suis en train de faire. Non, je pense qu'elle connaissait pas trop cet aspect de ma personnalité. Ah ouais, d'accord. Et 1 semaine après, je lui ai dit, OK, mets-moi en contact avec ton propriétaire, je reprends l'appartement. Et donc, mon conjoint, pareil, on lâche tout. On n'avait pas beaucoup d'argent en plus, donc on déménage un peu comme on peut à l'arrache. C'était vraiment une expédition. Paris-Toulouse, on a dû le faire plusieurs fois. On n'a pas voulu louer de camion puisqu'on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on a fait ça en voiture. Parce que vous pouvez, avec une remorque, avec le matelas sur le toit de la voiture. Enfin voilà, vraiment l'image était magnifique. Ouais. Et donc on arrive à Toulouse avec un appartement, mais sans métier, sans travail, ni mon conjoint d'ailleurs, ni moi. Mais ça veut dire que déjà quand même, vous avez un toit sur votre tête. Ouais. Je dis ça parce qu'on en a discuté hier, mais je trouve que c'est un sujet qui est important. Quand on est entrepreneur, trouver un logement, c'est aussi pas si évident que ça. Parce qu'il y a, encore une fois, culturellement, un changement qui s'est pas fait. Et ce fameux Graal du CDI est souvent ce qui rassure, alors que des fois, alors à l'époque, c'était pas le cas, mais en tant qu'entrepreneur, on peut gagner plus finalement pour... malgré le statut, entre guillemets. Donc, ça c'est une grosse problématique que je suis en train de rencontrer en ce moment, comme tu le sais. Ouais. Si vous avez une maison à louer pour moi, faites-moi signe. Ouais, c'est ça. Vous acceptez les entrepreneurs surtout.
Oui, c'est ça. Donc, les entrepreneurs sérieux qui ont un parcours très stable. C'est ça. Mais c'est intéressant parce que avant de continuer bien sûr sur ton expérience Toulouse, on a cette impression que il y a de l'instabilité. Ouais. Tu vois, alors sous un certain angle c'est le cas parce que c'est des changements successifs. Mais en fait, on pourrait voir l'équilibre comme étant en fait un ensemble de déséquilibres. Mais tu vois, qui se compensent. Et c'est un peu toi ce que tu as fait. En tout cas, c'est la vision que j'en ai. C'est qu'à chaque fois, tu as réussi à pivoter. C'est un petit peu comme un pendule, tu vois. En fait, un pendule, c'est bien à l'équilibre, mais ça bouge tout le temps. Ouais, c'est vrai. Mais comme je te le disais, j'ai toujours rebondi, peu importe la manière, parce que j'ai toujours eu foi en moi et en l'avenir, et j'ai toujours su que j'y arriverais, finalement. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui est fort dans ton histoire. Au-delà de vraiment l'expérience qui t'est spécifique, c'est qu'au final, on arrive à appréhender ces changements aussi avec un certain courage, une certaine confiance, lorsque, en soi, on a déjà confiance. Et c'est intéressant parce que toi, tu as aussi une certaine confiance, une conviction que le monde va aussi t'apporter quelque chose. Oui. C'est vrai que moi, j'ai pas trop ça. J'ai plus ce côté où, je vais essayer de trouver les opportunités, de les saisir. Donc, en fait, ça veut dire que je regarde ce qui est pour pouvoir voir les opportunités. Et peut-être que tu as une conviction supplémentaire à moi qui est, le monde va aussi m'apporter des choses. Ouais, par rapport à ça. Je pense. Et d'ailleurs, ça me sert beaucoup dans mon métier actuel parce que, en tant qu'assistante virtuelle, j'ai plusieurs clients. J'en ai une dizaine. Et on a toujours ce stress de se dire, oui, mais si ça s'arrête, si demain j'ai 1, 2, 3 clients qui me disent stop, comment faire? Et moi, j'ai vraiment cette confiance de me dire, de toute manière, s'ils partent, je retrouverai d'autres. C'est un cycle, en fait, ça se répéter. Et c'est le cas, tu vois, là, j'ai 2 contrats qui mettent fin. Ouais. Et en discutant hier, après la conférence, j'ai déjà retrouvé des heures. Donc, enfin, tu vois, t'as toujours des opportunités qui se présentent à toi. Il faut avoir un petit peu confiance, je pense. Et je pense que voilà, ce terme, il est important, mais il y a quelque chose d'intangible derrière. Tu vois, cette partie conviction, je trouve, est super importante quand on va dans ce monde-là. Parce que moi, je suis totalement dans la personne qui... alors, je dis souvent que j'ai pas trop le syndrome de l'imposteur, ce qui est fondamentalement faux. Enfin, c'est pas faux, c'est que dans mon métier, j'ai pas le syndrome de l'imposteur. Mais des fois, sur d'autres sujets, en fait, je peux l'avoir. J'ai toujours l'impression que j'ai de la chance. Tu vois, d'avoir mes contrats, des trucs comme ça. Parce que j'ai peut-être pas réussi encore à rendre tangible ce qui fait que les gens viennent me voir. Et donc, chaque année ou chaque fin de contrat, je me dis, mais du coup, ça se trouve, j'ai eu de la chance et boum, tout va tomber, etc. Et donc, pour le moment, effectivement, ça continue. Mais je te rejoins sur le fait que, si on y croit, on met aussi ce qu'il faut et on dégage l'énergie qu'il faut aussi pour attirer les gens qui nous ressemblent. Donc, je pense que le positif a toujours attiré le positif. Et en fait, après, c'est un peu... Il y en a qui disent que c'est un peu du bullshit. Mais moi, j'y crois quand même. C'est que pour avoir ce que tu veux, il faut, entre guillemets, te comporter un peu comme si tu l'avais déjà. Tu vois? Ouais. Ça peut marcher avec l'argent. Alors attention, on ne dépense pas de l'argent qu'on n'a pas. Oui. C'est un bon petit rappel, en tout cas. Voilà. Mais dans la réussite, ça peut être un bon vecteur, on va dire, pour avancer. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, moi, je me suis toujours projetée. Je savais que j'allais réussir. Je savais pas trop forcément comment. Ouais. Parce que, au vu de toutes mes expériences, ça aurait pu être dans d'autres domaines. Mais j'avais quand même cette foi-là dans ma réussite. Et je me suis toujours projetée. Je me suis toujours imaginé réussir. Je pense que ça m'a aidé à me mettre dans le bon état d'esprit pour cette réussite. Je trouve que c'est super important, mais tu vois, là où il y a le bullshit, en tout cas ce que les gens considèrent comme du bullshit, je pense que c'est toujours en voyant les extrêmes. Les gens, ils se disent, OK, fais-le comme ça et ça marchera. Tu vois, le côté forcément baguette magique. Alors qu'en fait, il n'y a rien de magique derrière. Non, Par contre, là où tu touches un point qui pour moi est important, c'est que lorsque tu te mets dans un état comme ça, tu arrives à comprendre ce que ça veut dire aussi que d'être dans cet état-là. Et donc, tu vas générer des situations que tu n'aurais pas générées si tu étais toujours en train de te plaindre à gauche à droite de ne pas avoir des choses. Donc, ça reste toujours plus positif pour toi d'être comme ça que de l'inverse. Après, ça suffit pas. Il y a du contexte, il y a qui tu es, il y a les gens que tu rencontres, tout, quoi. Et le terme que tu as utilisé est important, c'est j'avais la foi. C'est pour ça que j'aime bien ce côté conviction, parce qu'il y a rien qui te prouve que ça va marcher. Mais en même temps, si tu te mets pas en mouvement, tu vas pas non plus y arriver, quoi. C'est vrai. Ouais. Mais donc, la foi, on l'utilise beaucoup dans la religion. C'est ça. Ouais. Ça peut paraître complètement dingue d'avoir la foi en quelque chose qu'on ne voit pas. Mais au final, c'est pareil pour le business. Tout à fait. Cette réussite, tu la matérialises pas encore, mais elle va venir si tu fais les choses pour. Et moi, un de mes objectifs, au-delà de bien réussir dans mon métier d'assistante, bien gagner ma vie, c'était un petit peu d'être la référence, on va dire, des assistantes pour montrer qu'on peut réussir justement à plein de femmes, parce que on va pas se mentir, on est 99% de femmes dans le métier quand même. Et souvent pas considérées à notre juste valeur du fait du terme d'assistante. Ouais, je comprends. Voilà.
C'est pour ça que parfois je dis office manager, parfois je dis assistante. Je fais un savant mélange des deux. Mais maintenant, je suis bien plus à l'aise avec le terme assistante que j'ai pu l'être autrefois. Ouais, je comprends. Donc ça aussi, ça a changé un petit peu dans ta manière de l'appréhender. Les mots ont eu une importance. Ouais. Mais c'est vrai que soit on utilise les mots tels qu'ils sont connus, soit on redonne du sens aux mots tels que nous, on le voudrait. Parce que moi, Diane, je suis assistante de telle manière, etc. Et je trouve qu'effectivement, c'est une autre manière. C'est un travail que j'essaie de faire aussi, et je sais en quoi c'est dur de le faire, parce qu'il y a une dimension où tu donnes un peu ton identité derrière. Oui, donc le terme avec Diane en signature, featuring Diane, c'est pas la même chose. Au vu du temps imparti, je pense qu'on va pas pouvoir rentrer trop dans justement la suite de tes aventures, mais on sait jamais, peut-être que ça fera l'objet d'un épisode suivant. Par contre, comme je t'avais prévenu, je voulais qu'il y ait un petit passage où tu ne savais pas trop ce qui allait se passer, où justement j'ai des petites questions pour toi. Super. Pour encore plus apprendre à te connaître. Donc je fais un petit peu le gars qui sort le lapin de son chapeau, mais en tout cas des petites cartes de mon chapeau. Donc j'ai des petites cartes ici, des petites cartes avec des questions que j'ai présélectionnées. Et en fait, ça va être à toi de sélectionner ce que tu souhaites. On va commencer comme ça. D'accord. Donc en fait, donc juste pour l'information, donc c'est des cartes qui viennent des Joyeux Audacieux. Donc c'est un jeu de cartes qui s'appelle Anti-Sava, une édition particulière et que je trouve vraiment sympa. Voilà, comme ça je leur fais un petit coucou parce que je trouve que ce qu'ils ont fait est vraiment vraiment cool. Et donc l'édition que j'ai choisie, c'est qu'en fait, tu vas avoir 3 paquets. Malheureusement, tu vas pas voir la différence des couleurs, mais je vais te le dire. Le deck qui est sur la gauche, c'est un deck plutôt qui est orienté sur les émotions. Donc c'est plutôt des questions sur des émotions. Ok. Tu as ce deck qui est au milieu, qui est plus sur de l'expression, pour ce que ça veut dire, encore une fois. Et le dernier qui est plus sur des besoins. D'accord. Donc tu as besoin, expression, émotion. Du coup, ce que je te propose déjà dans un premier temps, c'est de choisir. Donc tu as le droit de pas prendre la première, tu as le droit de, prendre le paquet et de sélectionner. Vas-y, je te les mets là. Celui qui m'a le plus parlé, je pense que ça va être les besoins, même si je sais pas trop à quoi m'attendre. J'aurais envie de te dire moi non plus, mais en vrai, je sais. Donc, je pioche du coup. Donc, soit tu pioches la première, soit tu prends une carte où tu veux. C'est vraiment, tu prends le paquet comme tu veux. On fait confiance. Allez, vas-y. Donc, je te laisse lire la carte d'abord. À quoi aimerais-tu dire stop dans ta vie? Ok, d'accord. On part sur ce genre de questions. J'adore. J'aimerais dire stop. C'est une bien bonne question. Je t'avais dit que j'allais pas te prévenir. Oui, c'est très dur. À quoi parce que j'ai des choses à te répondre comme ça, mais ça n'aura pas un grand intérêt. Je pense que j'aimerais dire stop à certains préjugés qu'on peut avoir dans le monde de l'entrepreneuriat. Ok. Est-ce que tu en as en tête? Ouais. On fout rien de nos journées. Oui. Ok. On est tous millionnaires. Oui, effectivement. Alors, c'est un peu le but, mais on n'a pas tous réussi. Oui, c'est ça. À atteindre cet objectif-là. Et on est des personnes instables. On en a beaucoup parlé ensemble. Mais je pense que c'est les 3 plus grands préjugés que moi, je vis et je vois, on va dire, dans le monde de l'entrepreneuriat. Bah, super. Merci bien. Donc, stop, préjugés. Stop. Voilà. Stop. Oh, préjugés. Mais super. Alors, ce que je te propose, c'est que tu vas me donner un paquet. Je vais piocher 2 cartes. Et je vais sélectionner une question. Okay. Ça te va? Ouais, parfait. On se donne un petit truc. On challenge un peu c'est ça. La chose. Alors, donc, c'était besoin, expression, et ici, c'était émotion. Émotion. On va partir sur expression. Ok. Je vais en prendre 2. En même temps, si je les avais sélectionnés, donc les 2 m'intéressent. Ok. Alors, si tu devais écrire un livre, ce serait quel type d'ouvrage? Un roman. Un roman? Ouais. Ça serait un roman. T'as pas eu trop d'hésitation, c'est intéressant. Non, parce que je me suis déjà posé la question. En plus, c'est pour ça que je m'étais dit qu'il Oui. J'ai pas parlé des projets qui ont été avortés aujourd'hui, mais il y en a eu aussi. Il y en a eu quelques-uns. Ouais. On aurait pu faire un épisode spécial pour les projets qui n'ont jamais été développés. Ça aurait été marrant aussi. Ouais. Je pense que j'écrirais un roman, donc de fiction. Et t'as déjà plus ou moins une histoire ou tu sais juste que c'est le genre de choses que tu voudrais faire? Non, j'ai pas d'histoire. J'ai déjà écrit une petite nouvelle. C'était plus philosophique. C'était pas du tout un roman de fiction pour le coup. Ouais, un peu initiatique quoi du coup. Ouais, c'était une ode à l'amour un petit peu. Voilà. Je lisais beaucoup de livres de philosophes à l'époque, dans ma grande période littéraire. Oui. Bah voilà, au lycée. Et ça m'a beaucoup inspiré et donc j'ai développé une petite nouvelle comme ça, mais qui n'est sortie nulle part, n'allez pas chercher. Et je pense que si je la relisais aujourd'hui, je me dirais que c'est sûrement très nul.
Bah, c'est toi à l'époque. C'est intéressant, en Ouais, fait, c'est aussi de dire, bah, voilà comment tu vivais les choses à l'époque. Et je trouve qu'il y a une grande beauté, déjà, une première chose, mais une sorte de miroir très beau à l'écriture. Parce que ça te permet de voir où tu en es à cet instant-là. Peut-être que tu ressens aussi l'émotion du moment où tu l'avais écrit. Et, moi qui commence à écrire, un peu sur LinkedIn, etc., je me rends compte aussi que ça pose les choses. Et des fois, exprimer les choses par écrit, ça aide à se structurer, quoi. Tout à fait. Bah, super, merci. T'es curieuse de l'autre? Je te dis juste laquelle c'était l'autre. Et pourquoi tu n'as pas choisi l'autre? Bah, c'est dur, hein, les deux, j'aurais voulu te les donner, mais le livre, ça m'intéressait de savoir. En fait, c'est entre guillemets, tu vois, c'est une phrase à compléter. D'accord. Donc, du coup, c'est pour moi, la vie, c'est. Et donc, c'est quelle pourrait être ta devise? Tu veux y répondre, du coup? Vu qu'on l'a? Vas-y, on est là, vas-y. Pour moi, la vie, c'est une succession d'aventures. Succession d'aventures. Ouais. Bah, c'est super. Et c'est représentatif de ce que tu nous as présenté, hein. Vraiment, ces successions de changements, de décisions, de passage à l'action. Je trouve ça extraordinaire. Allez, je te propose un dernier set. Let's go. Ce que je te propose, c'est que tu vas prendre une carte de chaque paquet. Ok. Et tu as le droit de choisir la question à laquelle tu veux répondre. Comme ça, tu verras aussi ce qu'il y a de l'autre côté. Tout à fait. Donc, quel est ton antidote quand tu te sens énervé? Qu'est-ce qui peut t'apaiser? Comment entraînes-tu ta créativité au quotidien? Pour moi, les émotions, c'est... 3 petits points. Quelle est ta relation aux émotions? C'est dur. Il y en a 2 qui m'inspirent plus que d'autres. Ouais. La première et la troisième. Donc, sur l'antidote et sur les émotions. Bah, celle que tu veux. Celle avec un S que tu veux. Très bien. Je vais commencer par les émotions, déjà. Ouais, ok. Parce que c'est le domaine où on n'a pas encore été. Donc, ma relation aux émotions, je dirais qu'elle est assez forte. Je vis tout à fond, en fait. Je prends vraiment les choses à bras le corps, on va dire. À bras le cœur, même. À bras le cœur, oui, à bras le cœur, à bras le corps. Je prends tout dans mes bras. Pour ce qui est des émotions, on va dire de l'amour, de l'amitié, choses comme ça. D'autant plus que maintenant, je suis maman, donc c'est encore une nouvelle émotion que je ne connaissais pas et qui, pour moi, ne peut pas être comprise tant qu'on ne le vit pas. Oui, je peux comprendre. Ce que je n'avais pas saisi avant d'être maman. En fait, on comprend, je pense, intellectuellement l'idée. Oui, exactement. Mais il y a une différence lorsque, effectivement, émotionnellement, tu es dans la situation. C'est un concept très particulier, la parentalité. Enfin, c'est comme avoir des frères et sœurs, tu vois. J'ai pas de frères et sœurs. Eh ben, j'ai du mal parfois à saisir la relation qu'on peut avoir entre frères et sœurs. Oui, je comprends. Je vois mon mari qui a un frère, qui a une relation, très bonne relation avec son frère. J'ai du mal, tu vois. C'est ni de l'amitié, ni c'est pas ses parents, c'est un amour particulier et j'arrive pas à saisir le concept. Ouais, je ne le saisirai certainement jamais. Comprends, ou peut-être si j'ai un deuxième enfant, donc je verrai. En fait, tu pourras le voir par intermédiaire, en tout cas. Oui, c'est ça. Mais moi, je ne le vivrai jamais, c'est trop tard, je pense, pour ma maman et mon papa. Je crois. Donc, ma relation aux émotions, assez forte. Assez forte. Ouais. Et aujourd'hui, le travail sur les émotions, parce que je trouve que c'est un vrai travail aujourd'hui, parce qu'on nous a tellement habitués culturellement à dire faut faire stop aux émotions, sois rationnel, etc. Est-ce que tu arrives à les gérer? Et quand je dis gérer, c'est pas les étouffer, mais c'est comment est-ce que je réussis justement à les utiliser comme étant générateur de positivité, quoi. Ouais, alors j'ai quelque chose de très intéressant à ce sujet. Je sais pas si tu sais, mais on dit souvent que quand on est enceinte, quand on est une femme enceinte, nos émotions sont un peu décuplées. En tout cas, j'en ai entendu parler. Moi, je l'ai pas, mais... Voilà. Tu l'as pas encore expérimenté, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assez connu, on va dire. Tout à fait. Et j'en discutais avec une ostéopathe qui est spécialisée dans la fertilité. Ouais. Et qui me disait qu'en fait, non, elles ne sont pas décuplées, elles sont simplement libérées. Ce sont tes vraies émotions, telles qu'elles devraient être dans ta vie quotidienne, on va dire, même sans être enceinte. Mais les hormones et puis le fait d'être enceinte réveille pas mal de choses aussi. Tout ça, ça fait que ce sont nos vraies émotions qui sortent enfin. Donc, j'ai découvert que j'avais la larme facile, mais très, très facile. Ouais. Je peux, mais pas forcément pour des sujets de tristesse. C'est plus d'ailleurs dans le bonheur, la joie, l'émotion de pleurer. Je pleure beaucoup. Tu pleures beaucoup. Ouais. C'est marrant parce qu'on te rencontre, t'es plutôt souriante chez toi, etc. Oui, mais je pleure de bonheur. Et tu pleures de bonheur et c'est très souvent super. émue aux larmes. Tu vois, mais ça peut être même dans des situations. Quand j'avais fait une fête pour mes fiançailles, mais vraiment un truc, vraiment un dîner, et je me suis levée pour prendre la parole, pour remercier les gens qui étaient là. J'ai eu le temps de dire,
je vous remercie tous d'être là. Et puis après, c'est fini, ouais. Je trouve que c'est des moments aussi touchants. C'est que les larmes, on les voit souvent comme étant pas tristes et souvent c'est lié à une perte. Il y a quelque chose derrière. Oui. Mais au final, c'est juste une expression de ce que l'on vit et c'est une manière de le faire sortir. Et c'est intéressant parce que je pense que, encore une fois, culturellement, sociétalement, on nous force à nous contraindre dans ce que l'on vit. Et je pense qu'effectivement, alors je ne fais que supputer, encore une fois, mais quand t'es enceinte, il y a un côté où j'ai pas le choix de relâcher qui je suis, tu vois. En fait, je me reconnecte vraiment à moi-même. Tout à fait. Et donc, je lâche toutes les portes que je me suis formé et éduqué à tempérer, etc., quoi. Donc, alors après, je sais pas comment on le vit, parce que du coup, des fois, quand tu relâches tout d'un coup, ça, c'est pas évident. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de reconnexion à notre humanité à un moment donné. Et puis, c'est normal vu qu'un autre humain qui arrive, quoi. Oui, tout à fait. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Toutes les émotions ne sont pas forcément positives. Ouais. Mais avec du recul, maintenant que, entre guillemets, c'est passé, que je ne suis plus enceinte, avoir eu l'occasion de libérer tout ça, ça a été quand même positif pour moi. Super. Merci bien. L'autre question qui t'inspirait, c'était laquelle? C'était sur l'antidote. Quel est ton antidote quand tu te sens énervé et qu'est-ce qui peut t'apaiser? Je trouve que c'est pas mal. Si tu veux bien y répondre pour qu'on termine sur ça. Parce que toi qui es plutôt calme, qui a une conviction dans la vie, que les choses sont positives, est-ce que t'es énervé? Et puis quand t'es énervé, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que je n'ai pas cette tendance à m'énerver facilement. Je pense que j'ai pu l'avoir avant dans ma vie, quand je me cherchais un peu. Je pense que c'était un contexte global. Quand on est mal dans sa vie globalement, je pense qu'on a plus cette tendance. Après, il y a des gens, c'est leur trait de caractère, on va dire, c'est un de leurs traits de caractère de s'énerver facilement, d'être un peu nerveux. Moi, non, pas du tout. Je pense qu'il en faut pas mal pour m'énerver. Ouais. Mais ça peut m'arriver, effectivement. Et qu'est-ce qui peut m'apaiser? 2 choses. S'il me faut un antidote vraiment là, tout de suite, sur le moment, ça serait peut-être de couper mon téléphone, mon ordi et d'en parler à mon mari. On a vraiment une relation où on est beaucoup dans la communication, ce qui est très bien. Et le fait de l'exprimer, parfois, ça suffit à apaiser. Voilà. Et la deuxième chose qui ne peut pas, en général, être réalisée dans l'immédiat, c'est de partir au bord de la mer. Ça fait très cliché, mais ça m'apaise. Tu vois, ce matin, j'ai ouvert le rideau de mon hôtel, le fameux paquebot qui me cachait la vue est parti. Ouais. J'ai vu la mer comme ça avec le lever du soleil en plus. Ça m'a mis dans un état d'esprit tout de suite, très zen, très calme, très positif. De voir des belles images, des belles choses, ça fait du bien. Pouvoir venir aussitôt enregistrer avec moi. Exactement, j'adore. Super. En tout cas, merci beaucoup pour tes réponses, l'authenticité aussi de qui tu es dans cette interview. Si on veut te contacter, si on veut continuer un petit peu les aventures en off avec toi, où est-ce qu'on va? Comment est-ce qu'on fait? Soit LinkedIn, soit Instagram. Ok. LinkedIn, Diane Jorette, tout simplement. Et Instagram, c'est assistantevirtuelle.diane. Voilà. Simple, efficace. Très simplement. Toujours, voilà, à mon image. Très bien. Merci Diane, c'est très cool. Merci de m'avoir invité. Et puis, à la prochaine. À très vite. Salut. Salut.